Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Daniel Baclen. Bonjour. Vous êtes le ministre des Pensions, donc au gouvernement fédéral, membre du mouvement réformateur. On va commencer par l'actualité immédiate, si vous voulez bien, avec le grand baromètre d'Ipsos pour RTL et Le Soir. Le MR en tête des intentions de vente en Wallonie, c'est Cocorico chez les Bleus. C'est un sondage, donc c'est une image à un moment donné. Ce qui compte, ce sont les résultats des élections. Et donc, évidemment, considérons que quelque part dans ce sondage, il y a une reconnaissance d'un travail qui est accompli par le gouvernement actuellement et par les libéraux en particulier, qui est efficace et qui fait en sorte que des réformes avancent et qu'on prend à bras-le-corps les défis de la société et notamment les défis de l'avenir. Alors vous êtes premier en Wallonie, et on rappelle bien que ce sont des intentions de vote, mais par contre à Bruxelles, c'est le Parti socialiste qui reste devant vous. Est-ce qu'il y a un problème de leadership des libéraux à Bruxelles? Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense qu'il y a... Ça veut dire que Rudy Vervoort est plus fort que Paul Magnette? Non, il y a une perte des trois partis socialistes, libéraux et CDH sur Bruxelles qui montre une certaine désaffection du politique par rapport probablement à la perception qu'ils ont de la façon dont le gouvernement bruxellois prend à bras-le-corps les défis de Bruxelles. Et donc, il y a un certain retrait mais le PS reste premier à Bruxelles, alors que vous passez premier en Wallonie. Ça veut dire qu'il y a quand même une évolution différente dans les deux régions. La différence entre le PS et le MR à Bruxelles est extrêmement faible et dans la marge d'erreur du sondage. Donc, je n'en tire pas de conclusion. Je dis simplement qu'il y a une désaffection des citoyens par rapport à la politique bruxelloise, qui, à mon avis, se traduit dans ce sondage. C'est qui le patron des libéraux à Bruxelles? Il y a Vincent De Wolf, le chef de groupe au Parlement bruxellois, et bien entendu Didier Reynders est le patron de la fédération bruxelloise du MR. Il est ministre et vice-premier. On a eu le sentiment il continue à jouer un rôle majeur et où il est très fortement apprécié, puisque les sondages le mettent toujours dans le trio de tête, en tout cas pour Bruxelles. C'est important. Est-ce que, justement, on n'avait pas cru un moment que Didier Reynders allait devenir le bruxellois libéral qui serait en avant sur tous les dossiers? C'est un peu le rôle qu'il a joué pendant la campagne. Et finalement, on ne le voit plus beaucoup sur la politique régionale. Est-ce que c'est ça la difficulté du MR aujourd'hui? Il y a peut-être de cela, mais Didier Reynders a un rôle majeur au niveau de la politique du gouvernement et sur la scène internationale où il représente notre pays. Et vous savez que la politique internationale est particulièrement sujette à des développements importants à l'heure d'aujourd'hui. Donc il est fortement mobilisé dans le cadre de la politique internationale et de la politique du gouvernement. Alors, je voudrais parler pension avec vous. L'âge de la pension, donc 66 ans en 2025, 67 ans à terme en 2030. Le texte est maintenant voté, même s'il y a eu beaucoup de contestations des syndicats, de l'opposition. Un petit rappel d'abord, pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Il faut le faire parce que l'espérance de vie a fortement évolué. Je rappelle qu'on a fixé l'âge de la pension en Belgique en 1925 à 65 ans. L'espérance de vie était à ce moment-là de 57 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 81 ans. On est toujours à 65 ans, 90 ans après. On n'a pas bougé. En Europe, partout, on remonte progressivement les âges. Le standard européen devient 67 ans. Et en plus, on a une particularité belge. L'âge moyen de sortie du travail en Belgique est de 59 à 60 ans, alors qu'il est de 63 à 64 ans en moyenne en Europe. Et on est souvent épinglé pour ça, parce qu'on ne travaille pas assez longtemps, que les carrières sont assez longues. Le taux d'emploi des travailleurs âgés est très faible en Belgique, la moitié de la moyenne européenne. Et remonter l'âge de la pension, ça va aider à améliorer le taux d'emploi des plus de 50 ou plus de 55 ans? Je pense que remonter l'ensemble des âges, faire en sorte que chacun travaille un peu plus longtemps. On n'a pas allongé la carrière. La carrière de référence reste de 45 ans. Mais on fait en sorte que, à la fois les âges de pension anticipée, les âges de pension légale remontent légèrement pour atteindre le standard européen et faire en sorte que chacun travaille un peu plus longtemps, avec bien entendu des exceptions pour les métiers lourds. Oui, alors on va y venir. Donc justement, il y a ce premier grand texte de loi qui a été voté. On doit le compléter par deux dispositifs, celui sur les métiers lourds, on va y revenir dans un instant, et puis celui sur les pensions partielles, on y reviendra également. D'abord les métiers lourds, c'est ce qui va être donc une exception au régime général. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de la liste des métiers ou comment on va arrêter cette liste des métiers lourds ou pénibles et quelle va être la règle pour eux alors? Il y a d'abord une règle générale qui veut que la plupart des gens qui exercent des métiers lourds, notamment les métiers lourds physiques,
je prends le secteur de la construction, ce sont des gens qui commencent très tôt à travailler, parfois 17, 18 ans. Et donc eux, ils ont une carrière complète plus rapidement que les autres. Quand ils arrivent aux alentours de 60 ans, ils ont déjà une longue carrière. Ceux-là, bien entendu, ils vont partir à la pension plus rapidement que les autres, avant les autres. Ce qui est assez logique, puisqu'on se base surtout sur la durée de carrière. Mais la définition des métiers lourds, elle doit être faite dans la concertation sociale, avec les partenaires sociaux. Donc c'est avec les syndicats et les patrons qu'on en discute. Dans le Comité national des pensions que l'on va créer. Le projet est passé hier en commission des affaires sociales de la Chambre, il a été approuvé. Est-ce que là-dessus, il y a une porte ouverte réellement à la discussion, à la négociation? Parce que un des reproches que vous font les syndicats, c'est que sur les pensions, ils ont fait état de désaccords, que sur d'autres textes, il y avait des accords entre partenaires sociaux et vous ne les avez pas suivis. Qu'est-ce qui dit que vous allez les suivre sur les métiers pénibles? Mais allez, il faut clarifier cette question. Bien entendu, les décisions politiques et l'exécution de ces décisions politiques, elles sont le fait du Parlement et du gouvernement, en fonction de l'accord de gouvernement. Ce sont les électeurs qui ont voté à un moment donné, des gouvernements qui se sont mis en place, des parlements qui fonctionnent et qui sont la responsabilité en responsabilité politique. Mais ça n'empêche évidemment pas... Il y a une tradition de concertation sociale en Belgique. Bien entendu, et nous sommes partisans de cette concertation sociale. Mais cette concertation sociale, elle définit les modalités, les périodes transitoires, la façon d'arriver, le chemin que l'on emprunte pour arriver à des objectifs qui sont fixés. Et donc, on l'a fait, par exemple, dans le cadre de la bonification pour diplôme, qui a été supprimée dans la fonction publique. Il y a eu une période de transition qui a été négociée avec les syndicats. Les syndicats ont permis d'améliorer la transition. Donc, sur les métiers lourds, quand est-ce qu'on commence ces discussions? Sur les métiers lourds, on va leur demander de définir un certain nombre de critères. Bien entendu, tous les métiers ne peuvent pas être considérés, toutes les fonctions ne peuvent pas être considérées comme lourdes. En plus, les métiers évoluent. Les évolutions technologiques font qu'un métier lourd hier n'est pas nécessairement un métier lourd aujourd'hui. Donc un bûcheron, un agriculteur, un déménageur... Voilà, il y a des gens qui travaillent la nuit, des gens qui travaillent en pause, des infirmières qui mobilisent des malades toute la journée. Tout ça devrait rentrer dans cette catégorie-là. Ces personnes ne vont pas travailler jusqu'à 67 ans. Donc on va les faire travailler jusqu'à quel âge? Ça dépendra de la durée de carrière et des critères de pénibilité qui ont été définis. Mais aujourd'hui, M. Grosfilet, les gens ne travaillent pas tous jusqu'à 65 ans. Il y en a 10% seulement qui travaillent jusqu'à 65 ans. Alors croire et dire que tout le monde va travailler jusqu'à 67 ans, c'est de la désinformation. On sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas exact. Et donc je pense qu'il faut un langage de vérité par rapport à ça. Tout le monde devra travailler un peu plus longtemps, simplement parce qu'il faut préserver notre système de pension et de sécurité sociale, parce qu'il faut préserver les pensions de nos enfants et de nos petits-enfants demain, les générations futures. Et donc c'est nécessaire, tout le monde convient qu'il est nécessaire de réformer les pensions, mais il ne s'agit pas non plus d'aligner tout le monde à 67 ans. Alors, il y a un deuxième volet de discussion, ce sont les pensions partielles. Il y a une commission nationale des pensions qui vient de vous remettre un rapport. Ce rapport avance un certain nombre de pistes. L'idée, c'est quoi? Donc, la pension légale, c'est toujours 67 ans et on touche l'intégralité de sa pension, mais on pourrait partir plus tôt en ayant une pension un petit peu rabotée, c'est ça l'idée? Pas raboter. On pourrait donner une liberté, complète, en tout cas. Oui, donner une liberté aux gens par rapport à la gestion de leur fin de carrière. Faire en sorte que la transition entre la période de travail et la période de repos soit plus souple, soit plus harmonieuse. Et donc, avec un avantage énorme. Des gens qui prennent leur pension, par exemple, à mi-temps, ils ont la moitié de leur pension. Pension calculée en fonction de l'âge à laquelle ils optent pour la pension partielle. Et en même temps, ils restent dans l'entreprise à mi-temps. Avantage pour tout le monde, puisque l'employeur, il a son travailleur avec toute son expérience, toutes ses capacités, toute sa compétence qu'il peut transmettre à des jeunes au sein de l'entreprise. Il peut garder cette expérience au sein de l'entreprise. Le travailleur, lui, il va progressivement vers la période de repos sans césure trop brusque. Mais donc les pensions partielles, on pourrait les prendre à quel âge? Aujourd'hui, il y a une pension anticipée qu'on peut prendre à 61 ans et demi. 61 ans et demi, je pense qu'il faudrait considérer que c'est à partir de l'âge de la pension anticipée qu'on peut effectivement opter pour la pension partielle. Donc 61 ou 62 ans? Par exemple, et pension partielle qui pourra aussi être prise plus tard pour ceux qui le souhaitent, à 63 ans par exemple. Mais le but est de laisser beaucoup de liberté aux gens dans la gestion de leur carrière et de leur permettre, pour la période d'activité qu'ils conservent, de constituer de nouveaux droits de pension. Mais donc ça, ce texte-là, il n'est pas encore sur la table. Il faut que le gouvernement soit soumis aussi à la concertation sociale. Et ce sera pour quand? Ce sera avant la fin de la législature? Ce sera l'année prochaine? Bien entendu, ce sera avant la fin de la législature. Je voudrais que l'on puisse mettre ça en place dans le courant de la législature. Je ne veux pas m'enfermer dans des délais parce que je tiens à la concertation sociale qui doit prendre un certain temps. Et donc on a un texte dur voté en début de législature et on a un texte plus souple
voter en fin de législature à l'approche des élections? C'est ça qu'on doit comprendre? Non, ce n'est pas ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre une réforme des pensions, elle se fait aussi pour le long terme, pour le moyen terme, pour le long terme. Il faut la faire avec une vision d'avenir, avec une ambition pour l'avenir, en considérant que notre société doit valoriser le travail. Alors, il nous reste 2 minutes. Une petite question quand même sur Joël Milquet et les pensions du secteur public qui ont été aussi modifiées, notamment dans le calcul des années d'études. Pour les enseignants, Joël Milquet dit que ça va obliger certains enseignants à travailler jusqu'à 6 ans de plus. Oui, c'est soit du mensonge, soit de l'incompétence ou de l'incompréhension. C'est en tout cas de l'irresponsabilité. Ça fait partie... C'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. On a quand même supprimé la bonification pour diplôme. Bien entendu, mais ce qu'elle oublie, c'est que les années d'enseignants 2 ou 4 bénéficient ans les enseignants. Oui, mais les années d'enseignants bénéficient d'un coefficient de revalorisation. On multiplie les années par 1,05 par exemple, ou 1,09. Et donc, une année d'enseignant, ça vaut plus qu'une année en matière de pension. Et donc, les enseignants vont travailler entre 1 et 3 ans de plus en fonction de la durée du diplôme. Pas 6 ans pour personne. Pas 6 ans, bien entendu, pour des enseignants qui ont commencé tôt. Les enseignants qui commencent à 30 ou 35 ans, ils vont devoir travailler jusqu'à l'âge de la pension légale. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, mais si on prend la carrière d'enseignant classique, c'est-à-dire on commence à travailler après sa période d'études, ce sera 1 à 3 ans de plus. Et donc, on est dans le registre de la désinformation, ce qui est une des difficultés de la réforme. Alors, demain c'est le 1er mai, vous serez à Jodogne? Je serai bien entendu à Jodogne. Avec l'ensemble des libéraux francophones. Nous fêtons par tradition le travail, les travailleurs et tous ceux qui fournissent du travail. Vous ne serez pas tout seul à Jodogne, puisque la CSC, donc le syndicat chrétien, a décidé aussi de manifester à Jodogne. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il y a d'un côté la majorité fédérale et de l'autre côté l'ensemble des organisations syndicales, et pas seulement la FGTB, et qu'il y a un divorce entre vous? Ce n'est pas un divorce, au contraire, ils veulent nous rencontrer. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des organisations syndicales qu'il faut parler avec les partis qui sont au gouvernement. Et donc, manifester les uns à côté des autres, vous appelez ça une rencontre? Mais c'est réciproque, bien entendu. Il faut des rencontres, il faut qu'on se parle. Et moi, je comprends, chaque fois qu'on réforme dans un pays, c'est normal que ça crée de l'inquiétude, c'est légitime, ça. Mais il faut expliquer ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de prendre des mesures qui vont défavoriser les travailleurs. Au contraire, c'est préparer l'avenir qu'on a fait. Et donc ça concerne aussi les travailleurs. Je pense que les syndicats ont besoin de défendre des réformes aujourd'hui. Il faut changer un peu les méthodes. Merci Daniel Baclen d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Hervé Doyen, le bourgmestre de Jette, qui sera l'invité de Stéphanie Meyer.